Très beau mot. Allez. Alors, je suis très heureux d'être là. Effectivement, je viens de Montpellier. Moi, je vais vous parler de comment on peut développer une application front, ce qu'on appelle à l'épreuve des balles. C'est résiliente, en fait, à nos bugs. Voilà, un vaste sujet. Moi, en tant que développeur, idéalement, je code et je mets en prod et après, je pars à la plage et c'est tranquille. Et en fait, il ne se passe jamais rien. Dans la réalité, vous le savez, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, on fait des efforts pour ne pas mettre de bugs. Alors, ce soir, quand je vais parler de bugs, je ne vais pas parler de bugs fonctionnels. Si on vous demande de faire une addition, que vous faites une soustraction, ce talk, il ne vous servira à rien. D'accord ? Par contre, je vais parler de tous les bugs techniques qu'on met sans le vouloir dans notre code et qui, à un moment ou à un autre, au niveau du runtime, en fait, ils font planter l'application et ils dérangent vos utilisateurs. C'est le but de ce talk. Alors, on est dans un métier où on met plein de systèmes en place, on évolue très rapidement. Donc, pour contrer les bugs, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests automatisés, du code review, j'ai oublié le pairing. Vous pouvez avoir des services de QA, vous pouvez même avoir des utilisateurs bêta. Tout ça, finalement, pour limiter, voire enlever complètement tous les bugs qu'on pourrait avoir sur une application. Alors, je ne dis pas que le code review, le pairing, les tests automatisés, c'est pas bien, il faut en faire, bien sûr. Par contre, pour moi, c'est ce que j'appelle des contre-mesures. C'est-à-dire qu'en fait, si on est obligé de faire ça, ça veut dire qu'en fait, on a déjà écrit les bugs. Et que les bugs sont déjà dans notre code. À l'inverse, je pourrais dire que si on écrit 0 bug, on n'a pas besoin de tests automatisés, sauf pour le fonctionnel. D'accord ? Or, en fait, dans tous les tests qu'on écrit, ou dans le code review, on enlève aussi des bugs techniques. D'accord ? Et le but de ce talk, c'est aussi de vous montrer qu'on peut enlever justement tous ces bugs potentiels techniques. Si nos systèmes de contre-mesure marchent bien, l'application impeccable, vos utilisateurs sont contents, tout va bien. Par contre, si jamais vous avez oublié des tests, le code review, vous l'avez fait un peu rapidement, ou en tout cas c'est passé à travers, ça reste un système humain, en fait c'est le crash et c'est souvent les utilisateurs finaux qui finalement en payent les conséquences, d'accord ? Ce qui n'est jamais très bon pour l'image de marque, ni pour le chiffre d'affaires. Il est généralement admis, alors on ne voit pas bien, je suis désolé, mais que le coût du bug, il augmente de façon exponentielle par rapport au moment où on le découvre. C'est-à-dire que le pire, c'est quand c'est les utilisateurs qui le découvrent, parce que c'est des boucles de rétroaction, on revient en arrière, on essaie de comprendre le bug, on le corrige, ça repasse les tests automatisés, la QA, et hop, ça repart en prod. Donc le but, c'est d'avoir, bien sûr, pas de bug, et quand on en a, c'est de les découvrir le plus rapidement possible. Alors je vais me présenter rapidement, on a dit que je venais de Montpellier, je suis tech lead Flutter chez Digitero Group. Le nom de la société n'est absolument pas connu. Par contre, vous connaissez peut-être Capi France et Optimum, qui sont 2 réseaux de mandataires. Donc, c'est des agents immobiliers qui vendent en notre nom, et eux, ils prennent la com. Voilà. Et à Digit, on leur fait des outils pour les aider à préparer les visites, à trouver des leads, à faire des rapprochements, à faire de la pige. Voilà. On leur fait tout leur système, que ce soit des applications mobiles ou des applications web. On fait les deux, et les deux en Flutter d'ailleurs. Moi, j'ai 33 ans d'expérience, principalement sur la JVM, donc tout ce qui était Java, et je suis passé aussi par du Scala, ce qui m'a emmené à la programmation fonctionnelle. Et aujourd'hui, ce côté-là, j'essaie de le pousser même au niveau front. Et vous allez voir pourquoi, c'est le but de ce. Alors, je suis sur LinkedIn et Twitter. Twitter, ne regardez même pas, je l'ai mis parce que j'y vais plus du tout. LinkedIn, je ne parle pas beaucoup. Un peu de Flutter, un peu d'IA, un peu de back, mais pas souvent. Et en fait, je déteste les bugs. Alors, je pense que c'est quelque chose, une caractéristique qu'on partage tous ensemble. S'il y en a qui aiment les bugs, vous me le dites, pour en discuter après à l'apéro. Alors, ça peut être effectivement une bonne chose. Et en fait, pourquoi je déteste les bugs? Parce que quand il y a un bug en prod, même avec mon expérience, ça va mieux, mais il y a quand même toujours un peu de stress, forcément. Mais surtout, en fait, il y a l'ego qui travaille, et j'ai un peu honte, en fait, alors soit d'avoir écrit des bugs, soit de les avoir laissés passer en code review. Je me dis, c'est pas normal. Et en fait, c'est vrai que ça fait quelques années que je cherche tous les moyens possibles pour dire, en fait, c'est pas possible, on ne peut pas écrire du code avec des bugs. Donc, je cherche tous les moyens possibles pour enlever ces bugs-là. Alors, le responsable, c'est moi, bien sûr, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. On est responsable, on est développeur, donc c'est nous qui écrivons ces bugs. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est, je pense, assez important. Après, j'ai trouvé une excuse, en fait, pourquoi on écrit des bugs. C'est la charge cognitive. Charge cognitive, globalement, c'est une quantité de ressources, d'accord, qu'on doit mettre en place pour réaliser une tâche. Alors, ça va dépendre beaucoup de la complexité de la tâche, de votre expérience,
mais aussi de la fatigue. C'est-à-dire, on est des humains, et donc il y a des moments, ben, on est un peu plus fatigué par la nuit, par des enfants qui se sont levés, par une maladie, et donc on est moins bon dans les processus d'écriture, dans les processus de review, et donc ça passe. Donc on a vu que le coût était important, qu'il augmentait de façon exponentielle, surtout que les contre-mesures, elles arrivent trop tard. Ça, c'est hyper important, et que ça dépend de la charge cognitive. Du coup, c'est quand et comment on fait pour empêcher l'écriture de bugs. Alors le quand, c'est le moment où on l'écrit. Et pour le comment, je vais vous présenter la ligne de code Dart la plus simple possible. D'accord? Et cette ligne de code, elle est magique parce que ça ne sera jamais un bug. Pas parce qu'elle est simple. Parce qu'en fait, le compilateur, il va planter, puisque j'ai essayé d'affecter une string à une value. Et donc, en fait, alors, c'est trivial, hein, mais c'est le but un peu, c'est de vous interpeller là-dessus. Si on arrive à faire réagir le compilateur pour qu'on ne puisse pas écrire de bug, en fait, on a gagné. Si on a beau être fatigué, c'est le compilateur qui va nous dire c'est pas possible. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Pour commencer, on va d'abord faire la différence entre la programmation impérative et la programmation fonctionnelle. Code très simple, une liste de fruits avec une catégorie locale ou exotique, une quantité, une prix par quantité. Et l'idée de l'algo, le besoin, c'est de calculer la valeur du stock à partir d'une liste de fruits. Et donc là, j'ai un code impératif qui boucle sur les fruits, qui va filtrer, il ne va ne prendre que les fruits qui sont des fruits locaux, puis il va faire la somme en ayant fait la multiplication juste avant. Qui c'est qui écrit ce type de code? Moi, je lève toujours la main de toute manière. Hein, il n'y a pas de honte. Hein. Ça, c'est du code impératif. Le problème de ce code-là, c'est qu'il y a un peu moins de 10 bugs potentiels qui sont cachés là-dedans. Je ne dis pas que les bugs, ils y sont, mais il y a potentiellement 10 bugs. Alors, les 10 bugs, rapidement, c'est l'initialisation, la condition d'arrêt, à quoi on compare, l'incrément, tous les accès à la liste, et tout ça, c'est potentiellement des bugs. Plus un autre bug qui est un peu plus insidieux, c'est le total ici, qui en fait, on fait le plus. Alors là, ça fait 10 lignes, mais imaginez un algo un peu plus conséquent, bah, quelqu'un peut avoir fait une erreur et à un moment rajouter total plus 0,1, sans le vouloir en fait. D'accord? Et on mute la chose. L'impératif, c'est. Alors, pardon. L'impératif, ça se décrit assez facilement. C'est on code le quoi. Le quoi, c'est je filtre les fruits qui vont bien. D'accord? Et je multiplie le prix par le stock, et tout ça, je le mets dans le total. Ça, c'est que le quoi. Mais en fait, en impératif, on code aussi le comment. On a expliqué à la machine comment itérer. Il fallait partir de 0, il faut mettre inférieur, il faut faire un incrément. Et pour accéder à chacun des fruits, on prend l'indice ici. Donc ça, c'est le comment on fait. En impératif, on ne code pas le comment. On code que le quoi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas levé la main, donc ça veut dire que vous codez comme ça veut dire que vous faites déjà un peu de fonctionnel. En fonctionnel, on part des fruits, on utilise la méthode where, qui est une méthode de filtre, d'accord, sur lequel on lui passe une fonction, une instance de fruit, et on retourne un booléen pour savoir si le fruit est de la bonne catégorie. Ensuite, on map, c'est-à-dire on transforme, et on multiplie le stock par le prix unitaire. Donc là, maintenant, j'ai un tableau de prix par fruit, en fonction de la quantité. Et à la fin, je fais un fold. Donc le fold, c'est de réduire, en tout cas pour une liste, je réduis une liste de quelque chose en un seul élément. D'accord? Il y a reduce aussi. Moi, je vous conseille de ne jamais utiliser reduce, quand on parle de bug. C'est que reduce sur une liste vide, ça plante. Il n'y a pas de premier élément. Donc toujours le fold. Et en programmation fonctionnelle, on peut aller un petit peu plus loin. En fait, Dart, depuis Dart 1.0, on dit que les fonctions sont first class citizen. C'est-à-dire qu'en fait, on peut passer une fonction au même titre qu'un string, un int, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, vous l'utilisez tous les jours avec les widgets Flutter. Sur le onTap, c'est ce qu'on appelle un void callback. C'est bien une fonction. La seule chose d'une fonction par rapport à un string, c'est qu'à l'exprimer, à l'oral, c'est un peu plus compliqué. Donc, en fonctionnel, on ne code uniquement le quoi. Je n'ai pas indiqué comment itérer, je n'ai pas indiqué comment accéder aux éléments, pas la condition d'arrêt. Donc, tous ces bugs-là, ils sont éliminés, en fait. Ils ne peuvent pas arriver. Je ne peux pas les écrire, en fait. Et on peut aller plus loin. On a dit qu'une fonction,
c'était une instance d'un type particulier. Donc en fait, je peux extraire mon filtre. Je fais une fonction qui s'appelle isLocalFruit. D'accord? Alors j'utilise beaucoup les return expressions et pas les statements. Bon, d'abord, ça réduit un petit peu. Et ça a un autre intérêt, j'en parlerai plus tard. Et en fait, je remplace dans le where directement, je mets le nom de la fonction. Je peux faire pareil pour le map. Je calcule le prix. Ça aurait pu être aussi une méthode de ma classe fruit, hein. Quand je dis fonction, c'est fonction, méthode, constructeur, factory, enfin tout ce qu'on peut appeler en fait. Et le fold, c'est pareil. Bah, je me fais une fonction sum qui fait juste la somme de doubles. Alors déjà, on voit une première chose. D'abord, le code, il est hyper linéaire. Vous le verrez sur d'autres exemples beaucoup plus complexes. C'est quasiment du français, pas de l'anglais. D'accord? Donc, en termes de lisibilité, on parle de charge cognitive, en fait, c'est hyper facile. Deuxième intérêt, c'est que toutes mes fonctions au-dessus, elles sont réutilisables, notamment la somme. La somme, on peut en faire partout. Troisième intérêt, chaque fonction, elle est testable unitairement pour valider qu'on a bien fait l'opération d'ajout, par exemple, et pas une soustraction. On peut aller un peu plus loin. Là, finalement, je me dis, tiens, on va peut-être pas que faire les filtres sur les fruits de type locaux, donc je me rajoute un deuxième paramètre en plus du fruit, et donc je le passe dans le where ici. Donc là, j'ai mon fruit que je dois filtrer, et je passe le fruit là, mais là, j'ai passé la catégorie que je veux tester. Là, ce que je fais, c'est que je fais une inversion des paramètres. Alors, je passe d'abord la catégorie, et après le fruit. Vous allez voir pourquoi. Et maintenant, en fait, plutôt que de retourner directement un booléen, je retourne une fonction qui a en paramètre un fruit, et cette fonction retourne un booléen. C'est la même chose que de passer une fonction en paramètre. La seule chose, c'est que là, je retourne une fonction d'une autre fonction. Et à l'appel, ben, j'ai le fruit que je dois filtrer qui est ici. Là, j'ai ma première fonction que j'appelle, qui elle-même retourne une fonction, qui est ici. Et donc, j'appelle la fonction retournée avec l'instance de fruit que je dois filtrer. À partir du moment où j'ai fait ça, étant donné que where attend une fonction avec un paramètre fruit et que ça retourne booléen, mais en fait, je peux faire comme ça. C'est la même chose. Et du coup, ma fonction compute, si maintenant je lui passe une catégorie de fruits, ben, il suffit que je la passe à ma fonction. Alors, les fonctions qu'on passe en paramètre, qu'on retourne, dans le jargon fonctionnel, on appelle ça une high order function. D'accord? En plus, ça fait une closure. Le but, c'est pas de vous donner tous les éléments, mais voilà. En tout cas, c'est très lisible. C'est toujours très testable. Et là, il n'y a pas de bug. Alors, les principes généraux. En programmation fonctionnelle, on va faire ce qu'on appelle des fonctions pures, c'est-à-dire des fonctions déterministes. Vous connaissez déjà, alors pas le terme forcément, mais en tout cas un widget, la méthode build, d'accord? Vous connaissez la phrase qui dit UI égale à f de state. C'est-à-dire que pour un state 1, j'aurai toujours l'UI qui sera exactement la même. D'accord? Donc c'est ça une fonction pure. Ça veut dire qu'en fait, elle ne va pas se baser sur autre chose. Alors, les widgets Flutter, c'est un peu différent, parce que eux, pour le coup, ce pas que des paramètres de la fonction build. La fonction build, on n'a que le build contexte, donc ça s'appuie sur autre chose. Par contre, Flutter nous garantit qu'en fait, ce state, il est stable pendant tout l'appel de la méthode build. Donc c'est un peu la même chose. En programmation fonctionnelle, on fait de l'immutabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne mute rien, mais rien du tout. En tout cas, on essaye. Pourquoi? Parce que la mutation d'objet, enfin d'instance, en fait, ça peut avoir des effets, ce qu'on appelle des side effects ailleurs. Donc, même vous pouvez très bien faire des classes avec des behaviors qui encapsulent l'état de vos instances de classe. Et par contre, vous devez retourner une nouvelle instance. L'idéal, c'est ça. Alors, bien sûr, on pourrait me dire, ouais, mais la mémoire, mais non, en fait, la mémoire, il n'y a pas de problème. On n'est pas dans du back-end. Alors, sauf cas très spéciaux, hein, je ne dis pas, mais voilà. Pas d'effet de bord. On ne va pas modifier des variables globales à l'extérieur de sa fonction. On reste à l'intérieur.
On fait des fonctions totales. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire quoi? C'est l'inverse d'une fonction partielle. C'est-à-dire que tout appel produit un résultat, donc un retour. Ça veut dire pas d'exception. On en parlera d'exception parce que c'est un élément hyper important. Si je devais être vulgaire, je dirais que l'exception, c'est de la merde. Mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et on va faire aussi ce qu'on appelle du raffinement de type. C'est-à-dire qu'on va réduire au maximum le domaine de valeur à la fois en entrée, dans les paramètres de nos fonctions, et dans les sorties. Pourquoi? Parce que plus vous avez de possibilités dans vos paramètres, d'accord, plus c'est compliqué à gérer tous les cas de figure à l'intérieur de votre algo. Un booléen, c'est facile à gérer un booléen en paramètres. C'est vrai ou faux? On verra avec dynamique tout à l'heure s'il y en a qui font du JavaScript. Bah tiens, c'est là. Voilà. Ouais, une fonction qui est globalement qu'on pourrait écrire en JavaScript, c'est l'équivalent, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui est en sortie, on ne sait pas ce qu'on a en paramètre. Alors, à utiliser, c'est super compliqué. Je passe quoi? Un double, on ne sait pas ce que ça nous retourne. Donc, nous, développeurs Dart, qu'est-ce qu'on fait? À minima, déjà, enfin, pas que Dart, on met un bon nom, déjà pour savoir ce que ça fait. Mais ça ne nous garantit pas que ce qui est retourné, c'est un stock. Et on ne sait toujours pas ce que c'est stock ID. C'est un int, c'est un long. Donc, on va se mettre des types, stock en sortie, en retour, et un string. Et là, on est content. On dit super. Alors, est-ce qu'un ID de stock, c'est un string? Ben, en fait, c'est un string, certainement, dans le transport JSON. Parce que le nombre de types de JSON, il est relativement faible quand même. Donc, comment on voit un string? Ben, on dit on va mettre un string. Alors, je ne connais pas vos applis. Nous, dans l'immobilier, des ID, on en a plein. ID de conseiller, ID de bien, ID de je ne sais pas quoi. Enfin, on a 15-20. Donc, en fait, c'est facile de se tromper, finalement, et de passer fou. Qui n'est pas un ID de stock, pour le coup. On a un super truc qui est arrivé dans Dart il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle les extension types. Donc, c'est étendre un type natif de Dart. Donc là, c'est une extension du type string. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'à la sortie de votre couche réseau, vous avez du JSON avec un ID qui est un string, bah, vous créez un stock ID. À partir de là, dans toutes vos couches, que ce soit lui, les entités, tout ce que vous voulez, vous manipulez un stock ID. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez passer à la méthode getStockById qu'un stock ID, rien d'autre. Le getStockById de fou, le compilateur, il va planter. Il va dire non, c'est pas bon. Donc, vous manipulez votre stock ID, et quand vous repassez pour, je ne sais pas, faire un post, par exemple, pour modifier quelque chose, bah, vous retransformez votre stock ID en string. Et ça ne coûte rien du tout, c'est une ligne. Ce qui est compliqué à faire, c'est sur du code déjà existant, où là, il faut speller tous les ID. Dans la restriction de type, on va parler des algebraic data types. Donc ça, c'est un état pour une UI, d'accord, où j'ai 4 propriétés, une liste de fruits nullable. Pourquoi nullable? Parce que j'ai 2 booléens, un qui me dit je suis en chargement, l'autre en erreur. Et j'ai une dernière propriété qui est une chaîne nullable pour exprimer l'erreur dans le cas où je suis en erreur. Évaluons les cas de figure. Et qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai des fruits, alors je ne vais pas gérer le cas liste vide ou pas, parce que ça n'a pas d'importance dans cet exemple. Donc, dans fruits, j'ai des valeurs. Mes autres booléens sont à false, pas d'erreur, donc j'affiche mes fruits. J'ai isLoading qui est à true, les fruits nuls, etc. Bah, j'affiche une progression pour dire l'écran est en train de charger. Et puis, j'ai une erreur, avec un message d'erreur, bah, j'affiche l'erreur à l'utilisateur. Et là, jusque-là, on est très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des valeurs et que je suis en train de charger? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai des valeurs et que j'ai une erreur? Etc., etc., etc. En fait, si on compte, j'ai 2 possibilités pour les fruits, 2 pour le loading, 2 pour l'erreur, 2 isError et 2 pour erreur. Donc en fait, si on fait la combinaison, ça nous fait 16 valeurs à gérer. Mon cas de départ, j'ai 3 états, je voulais 3 états moi, hein. D'accord? Là, j'en ai 16 à gérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, c'est ce qu'on appelle un product type. On multiplie le nombre de combinaisons pour savoir le nombre de combinaisons qu'on va devoir gérer dans notre code. On a 13 solutions de trop. Donc, c'est de la charge cognitive à l'écriture, à la review.
on peut faire des tests unitaires pour vérifier que notre code ne va jamais instancier des états orthogonaux, donc les 13 autres solutions. Donc, c'est du code en plus pour des choses qu'on ne devrait jamais modéliser, ce n'est pas possible. Ou sinon, on va faire, il y a beaucoup d'équipes qui font ça aussi, ça ne va jamais arriver, je ne le code pas. Alors, là, vous pouvez être sûr que ça va arriver. La loi de Murphy, c'est comme ça. Alors, une autre solution, ça, c'est le truc qu'il faut retenir, même si vous n'avez pas dans la programmation fonctionnelle, c'est les seeded classes. Seeded classes, c'est les classes abstraites. À la différence des abstract classes, c'est que le compilateur, il connaît toutes les classes qui héritent de la seeded class, soit parce qu'elles sont dans le même fichier, soit dans le même lib. Et en fait, c'est un intérêt très, très fort. Donc là, je vais modéliser 3 classes qui étendent ma classe seeded. Une fruit chargé avec une liste de fruits. Cette fois-ci, la liste de fruits, elle n'est pas nullable, parce que si je suis chargé, c'est que j'ai une liste de fruits. Elle peut être vide, mais elle est chargée. L'erreur, j'ai mon message d'erreur qui n'est pas nul non plus, puisque je suis en erreur. D'accord. Et loading, qui n'a aucune propriété, puisque je suis juste en train de charger. Si on compte le nombre d'états possibles et possibilités, comme j'ai fait tout à l'heure, eh ben, il y a je suis chargé, j'ai des fruits, je suis en erreur, j'ai une erreur, et je suis en loading. Alors j'ai mis loading parce que c'est le résultat visuel. Mais donc en fait, j'ai 3 possibilités. J'en ai pas 16, j'en ai 3. Donc on est passé d'un système à 16, comme j'avais dit, 16 possibilités à 3. Et ça s'appelle un sum type. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la somme des possibilités. Pourquoi on fait la somme? Parce qu'en fait, les cas sont exclusifs. Je serai dans un état, mais pas dans un autre. Donc en fait, j'ai enlevé un nombre de possibilités hyper importantes. Maintenant, je n'ai plus qu'à me concentrer sur ces 3 cas uniquement. Et je ne vais pas coder. Je n'ai pas besoin de faire de tests unitaires pour dire je ne peux pas avoir loaded et error. L'état, il y en a un qui est émis à la fois. Alors maintenant, comment on les gère? Maintenant, on va faire de l'exhaustivité, parce que cette classe a un très gros intérêt aussi, c'est qu'on peut faire de l'exhaustivité. Comme le compilateur, il connaît toutes les classes qui étendent votre classe Seeded, pardon, en fait, il est capable de savoir si vous êtes exhaustif. Voilà une des façons de faire. If state is un nom de classe. Très mauvais. Pourquoi? Is, c'est runtime. Ce n'est pas compile time. Je vous rappelle qu'on essaie de tout faire à la compile, de trouver toutes les erreurs. Et comme c'est runtime, j'aurais pu mettre if state is string, le compilateur, pas de problème. Donc en fait, le is, il faut arrêter. Enfin, si possible, il y a des fois on ne peut pas, mais. Et en plus, l'autre défaut, c'est que comme je suis dans un builder, donc c'est avec Flutterblock pour ceux qui connaissent, ben, je dois retourner un widget. Donc je suis obligé d'avoir un else final qui ne veut rien dire en fait, qui normalement ne devrait jamais arriver. Alors je peux retourner un sizedbox.shrink si vous avez envie, mais cette ligne de code, elle ne sert à rien, elle fait juste polluer ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, la meilleure technique, c'est d'utiliser un switch. Moi, encore une fois, je suis très expression, un switch expression, et là, en fait, je mets mes 3 cas. Le gros avantage, c'est que si je n'avais pas écrit, par exemple, le dernier, en me disant, bah, je ne l'écris pas, et je vais mettre le cas par défaut, alors c'est un underscore dans les switch expressions, d'accord? Alors, moi, je vous conseille de jamais mettre de cas par défaut. Pourquoi? Parce que quand on met un cas par défaut, j'y viens juste après, en fait, quand vous rajoutez un état, le compilateur, il n'est pas capable de savoir, de vous dire, eh oh, t'as oublié ça. On va voir juste après. Mais en tout cas, si je n'avais pas écrit cette dernière ligne, le compilateur, il fait une erreur là-dessus, il me dit, c'est pas exhaustif. Il faut que tu écrives quelque chose. En plus, avec les IDE, maintenant, vous faites complétion, il vous le rajoute tout seul. Donc, imaginons que le produit, vous mettez ça en prod, et vous l'avez mis à plein d'endroits. Et puis le produit arrive et il vient de vous voir. Eric, j'aimerais bien qu'on affiche quand le stock, quand un fruit n'est pas disponible, qui va bientôt être disponible, de la mangue par exemple, on est en train de s'en faire livrer, et bien il y a quelque chose qui s'affiche pour dire un produit pas disponible, revenez dans 15 jours. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se rajoute un état, d'accord, qui étend toujours la seeded class. Et à partir du moment où on a fait ça, dans tous les endroits du code, je dis bien dans tous les endroits, où vous avez fait un switch expression ou un switch test statement sur une classe scellée, sans cas par défaut, à condition de ne pas avoir fait de cas par défaut,
en fait, le compilateur, il va gueuler. Et donc, en fait, vous prenez tous vos endroits et puis vous les corrigez et vous savez que vous avez géré tous les cas. Il n'y a pas un endroit dans votre code où vous n'avez pas géré ce nouveau cas. Alors, je vous dis ça parce que nous, les silos de classe, enfin, le code sur lequel je travaille, il date d'un petit moment, il n'y avait pas les silos de classe et il y a eu des endroits où il y avait un underscore. Et ben, on a rajouté un état. On n'est pas parti en prod, ça s'est arrêté à la QA. Mais on avait validé 2-3 écrans, on avait oublié que dans le 4e, il y avait, on l'utilisait aussi. Donc ça, c'est génial. Donc on rajoute notre cas, le compilateur, il dit plus rien, il est content, tout est vert, on peut lancer. C'est vérifié à la compilation, le pattern matching. D'accord? Avec les silos de classe et c'est exhaustif avec les silos de classe. Donc c'est génial. Rapidement, un autre cas de figure, on doit retourner une couleur en fonction de booléen d'un modèle. Alors déjà, la lecture, c'est compliqué, pourtant c'est moi qui l'écris pour la presse. D'arriver à extraire les règles de gestion pour savoir quelle couleur en fonction de quoi. Il y a 2 if imbriqués, un else. Vous tordez pas la tête, le but, c'est pas forcément de comprendre, c'est juste de vous montrer. En fait, c'est pas facile à lire. Pourtant, ça fait 10 lignes. Alors, moi, je suis un peu âgé, du coup, je prends un peu de papier, je me fais un tableau avec des colonnes, ou des fois, c'est même écrit, pourquoi pas, dans les specs, dans l'US. Et je me dis, voilà, quand c'est trop trou, ça va être bleu, quand c'est trop fausse, et je me fais ça, je m'écris ça. Après, du coup, je l'implémente pareil. C'est-à-dire qu'en fait, je me fais un record. Donc, première parenthèse, c'est la parenthèse du switch. Mais ça, c'est un record, hein. Donc, un record, c'est un tuple. Un tuple n, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. D'accord? Là, vous avez le nom de vos colonnes, comme dans mon tableau papier. Et après, ici, j'ai exactement mon truc papier. Ça, c'est facile à lire. Même quand je reviens 6 mois après. En 2 secondes, on a vu. Et en plus, ça reste exhaustif aussi. C'est-à-dire que là, j'ai mis des underscores parce que dans le cas de canSelect et isSelected, s'il manquait quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Je veux que la carte, elle soit bleue, par exemple. D'accord? Mais si jamais ici, j'avais mis trou, par exemple, le compilateur, il m'aurait dit, il te manque un cas. Donc, c'est exhaustif à la compile aussi. Ça, c'est génial. La nullability, Dart 2. Dart 2, ils sortent le fait que un double, on veut exprimer le fait qu'il y a une vraie valeur dedans, ou sinon, c'est nul, quoi. Donc là, on va calculer le prix moyen des fruits. En fonctionnel, on fait fruit, on le map à travers une fonction qui va calculer la quantité avec le prix unitaire, puis après on fait un fold pour faire la somme, et on divise par le nombre de fruits. Le problème, c'est que cet algo, si jamais le nombre de fruits est à 0, donc j'ai pas de fruits, en fait, le double, ça va être infinity. En Dart, ça plante pas, mais c'est infinity. Et les langages, ça plante. Hein. Là, ça plante pas. C'est pas ce qu'on veut, parce qu'infinity, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, développeurs Dart, depuis Dart 2? On dit, des fois, je te retournerai nul, c'est-à-dire je ne suis pas capable de le calculer. D'accord? Et des fois, je te donnerai une valeur. Le problème, c'est l'utilisation. Donc, on calcule le prix moyen, on se récupère un double qui est nullable. Mais après, le problème, c'est que pour l'utiliser, on est obligé de le tester. Est-ce que c'est nul? Alors, j'ai mis juste un exemple, mais on peut mettre des valeurs par défaut. Si on veut appeler une méthode, une instance qui est nulle, on fait point d'interrogation, point. Il y a plein de petits systèmes qui permettent de dire fais attention, ça peut être un nul, il ne faudra peut-être pas l'utiliser. Voilà. Le problème, c'est que ça spread. C'est-à-dire que là, c'était simple, mais là, c'est à peine plus compliqué. C'est-à-dire je récupère les stocks, puis après les fruits du stock, puis après je calcule le prix moyen. Et en fait, j'ai 3 nuls. Alors encore, j'ai fait des early return, donc c'est assez simple. D'accord? Mais c'est vite compliqué. Et en plus, on fait de l'impératif, c'est-à-dire qu'on est en train de dire à la machine comment il faut faire pour vérifier que si on peut l'utiliser ou pas. Et puis l'autre problème que je n'ai pas mis dans les slides, c'est qu'on a le bang operator. Alors le bang operator, vous savez le point d'exclamation, ça veut juste dire au compilo, ne regarde pas, exécute et on verra bien ce qui va se passer. C'est la réalité en fait. C'est exactement ça. Il y a des fois, ça marche bien, on peut vérifier un nul, et du coup, on n'a plus besoin de mettre le point d'exclamation, mais des fois, on a quand même besoin. Le compilo n'est pas toujours capable de savoir.
Alors, c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, je faisais un code review et il y a un dev qui a mis un bang operator et il a mis un beau commentaire pour la review. Dans ce cas-là, ça ne peut jamais être nul. Ah mais attends, il est nul, potentiellement, il est nul. J'ai exécuté, coup de bol avec les données sur lesquelles j'ai exécuté, et ben, j'ai eu nul. Et donc, ça a planté l'appli. Donc, le bang operator, enfin, moi, je vais me faire une règle de linter, là, j'ai commencé un peu cet après-midi. Je vais me faire une règle de linter, ça va être interdit, quoi. La CIA, elle ne va plus laisser passer. Complexité cyclomatique, c'est 4. Complexité cyclomatique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une valeur qui est sans unité, qui globalement donne le nombre de chemins pour arriver à un résultat. Plus c'est important, plus ça veut dire que votre algo est complexe. On disait il y a très longtemps que 10 était le maximum. Alors, vous voyez, c'est 4. Quand c'est 10, ça commence à être bien velu quand même, hein. Le gars qui a inventé le nul, pas en Dart, hein, parce que le nul, ça existe dans plein de langages, il a dit que c'était une erreur à 1 milliard de dollars. C'est une des erreurs qui génère le plus de coûts pour l'industrie informatique. Maintenant, ça va un peu mieux parce qu'il y a beaucoup de langages qui font autrement, qui font un peu d'ailleurs ce que je vais vous montrer. On va passer à un peu plus de fonctionnel. Je ne l'ai pas mis, mais j'utilise la librairie FPDart. Alors, il y a plusieurs librairies. Pendant un moment, il y avait DartZ, que je vous conseille de ne pas utiliser parce qu'elle n'est plus maintenue. En plus, la doc, il n'y en a pas. Donc, si vous ne connaissiez pas la programmation fonctionnelle avant, c'est une horreur. Là, c'est bien maintenu. C'est hyper bien testé. Enfin, voilà, c'est top. Et puis, il y a des petites librairies, mais qui ne font pas tout. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'attaquer direct avec FPDart, même si vous n'utilisez pas tout. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quand on a une valeur, un entier, par exemple 4, et que je veux appliquer une transformation, je veux ajouter 3, bah, si j'ai 4, ça me donne 7. Par contre, si je n'ai pas de valeur, donc un peu l'équivalent du nul, ce que je voudrais, c'est de ne pas appliquer le plus 3. On est d'accord. Mais sans coder le fait de vérifier si, s'il y a une valeur ou pas. En tout cas, mon résultat final, c'est pas de valeur. Alors, en programmation fonctionnelle, je ne sais pas si on le voit bien, malheureusement, je vais peut-être essayer de. Parce que je crois que je suis capable de. Voilà, c'est mieux. En programmation fonctionnelle, en fait, on utilise souvent des valeurs et un contexte. Alors, j'ai représenté un paquet cadeau. Et en fait, la valeur, elle est contenue dans ce paquet cadeau. Le paquet cadeau, il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est de vous empêcher de toucher à la valeur qui est à l'intérieur, directement. D'accord ? Vous ne savez même pas d'ailleurs s'il y a quelque chose ou pas. Typiquement, pour les nullables, il y a un contexte qu'on appelle une option. D'accord ? C'est une sealed class aussi, parce qu'on parlait des sealed classes. Vous avez 2 types de boîtes option. Vous avez la boîte sum, qui, elle, contient une valeur, et la boîte none, qui ne contient rien, qui ne peut jamais rien contenir. Du coup, quand vous avez une boîte, alors là, je l'ai mis bleu, c'est-à-dire c'est une somme qui contient le 4, et qu'on applique une fonction de transformation, comme sur les listes, on va faire un point map. D'accord ? Bah, comme c'est une boîte qui contient quelque chose, elle va ouvrir la boîte, elle va sortir le 4, elle va vous le présenter. Vous allez, vous, appliquer votre transformation, c'est-à-dire je rajoute 3, donc votre résultat c'est 7, vous retournez 7, le 7 il repart dans la boîte elle se ferme pour le prochain traitement. Si par contre en entrée j'avais une boîte non qui ne contient pas de valeur, et que j'essaie d'appliquer cette même fonction de transformation, donc un point map, bah, comme c'est une boîte non qui ne contient rien, bah, la fonction n'est pas appliquée, ça finit par une boîte vide qui se referme pour le prochain traitement. Donc là, je ne sais pas si c'est évident, mes slides ne sont peut-être pas super explicites, mais quelque part, en fonction de la boîte, c'est l'équivalent de if not nul, je fais ça, sinon je ne fais rien. La seule chose, c'est que vous n'avez pas testé si c'était nul. Vous pouvez appeler la fonction map sur une boîte option sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur et en étant sûr que ça ne plantera jamais. Alors du coup, notre petite fonction de calcul de prix moyen, bah, ce n'est plus un double nullable, c'est une option de double. Si c'est non nul, je retourne un somme avec mon calcul, sinon je retourne none. À l'utilisation, je calcule le prix moyen, ça me retourne une boîte qui potentiellement contient un double, sur lequel je vais ajouter la TVA,
mais cette fonction-là, elle n'est appliquée que si j'avais une boîte somme ici, d'accord? Ça va me retourner une boîte qui est le prix TTC. Donc potentiellement, j'ai un double, potentiellement, j'en ai pas. Et à la fin, là, je suis dans une fonction qui calcule, enfin qui retourne un widget en fonction d'un stock. Bah, je fais un match qui attend deux fonctions. Une qui est appelée si la boîte finale, il n'y a rien dedans. Et une autre fonction, si jamais ma boîte, c'est un somme. Et en plus, elle m'a extrait le value. On peut l'écrire comme ça. Ce n'est pas la peine de faire des variables intermédiaires. Je peux extraire la fonction add TVA. Et maintenant, je peux aller un peu plus loin, c'est-à-dire je récupère mes stocks à partir d'un ID d'entrepôt. Potentiellement, l'ID d'entrepôt, il est bon, ça me retourne vraiment un stock, sinon ça va me retourner un none. Si j'ai réussi à récupérer un stock, je récupère mes fruits. Si j'ai des fruits, je vais calculer les prix moyens. Alors là, ce n'est pas un map, mais un flat map. Pourquoi? Parce que c'est une option dans une option. C'est comme expand sur les listes. Vous connaissez la méthode expand? Donc vous mettez des listes dans des listes, vous faites expand, bah, ça aplatit tout. Bah là, c'est la même chose. Je rajoute ma TVA, si tout s'est bien passé, et je fais un match pour retourner le bon widget. Complexité cyclomatique 1. Et encore une fois, ça se lit. C'est quasiment du français, quoi. Donc maintenant, comparons les deux. Alors c'est sûr que vous ne connaissez pas forcément la programmation fonctionnelle. La partie droite peut vous paraître un peu complexe. En fait, c'est très simple. Et au-delà d'être très simple, il n'y a pas de comparaison de nul ou pas nul. Il n'y a pas de. Alors, dans mon exemple en impératif, il n'y a pas de bang opérator. Mais en aurait, ça serait la même chose. C'est-à-dire, en fonctionnel, je ne me pose pas la question. En fait, je manipule, je décris ce que j'aimerais. D'accord? Sans lui dire comment faire. Tous les cas un peu alambiqués, tortueux et qui peuvent générer des bugs, mais en fait, je ne les ai pas. Les exceptions, j'en parlais tout à l'heure. Donc, les exceptions, il y a plusieurs problèmes dans les exceptions. D'abord, en Dart, ce n'est pas checké. C'est-à-dire, on n'indique pas qu'une fonction, elle peut déclencher une exception. Donc, soit vous le mettez dans les commentaires, soit vous allez voir dans le code, et encore en allant voir dans le code, mais rien ne vous dit que l'exception est déclenchée là, elle peut être déclenchée par une autre fonction qui est appelée dans cette fonction. Donc, globalement, il faut parcourir tout le code. D'accord? Et deuxième problématique, c'est que dans votre code, quand vous utilisez une fonction qui peut déclencher une exception, bah, vous mettez des try-catch, et en fait, ça interrompt le flow pour être branché typiquement dans un catch, ou dans un finally, suivant comment vous voulez régler ça. En fonctionnel, on utilise d'autres paquets cadeaux qu'on appelle des izers, à la différence des options. C'est toujours des classes scellées, hein. On a une boîte qui s'appelle left, qui contient une erreur, et une boîte right, qui contient la valeur quand tout se passe bien. Les types peuvent être ce qu'on a envie, d'accord? Ça n'a pas d'importance. C'est le même principe quand on fait un map sur un iser. Si avant, j'avais un write, alors pourquoi write? Le truc mémotechnique, c'est all right, tout va bien, quoi. Donc à droite, c'est all right. Si j'avais une boîte write et que j'appelle map, eh ben, la valeur, elle est sortie de la boîte, la fonction est appliquée, le résultat est remis dans la boîte et la boîte est refermée pour le prochain traitement. Si jamais j'ai un left, donc une erreur, que j'essaie d'appliquer un map dessus, ben en fait, comme c'est un left, la fonction ne s'applique pas. Donc, je n'ai pas besoin de tester mentalement, est-ce que c'est une erreur? Dans ce cas-là, j'applique pas la fonction, sinon je l'applique. En fait, tout se fait automatiquement. Encore une fois, je code le quoi, mais pas le comment. En exemple, ça donne quoi? Récupération d'un entrepôt. Donc, j'ai mis un iser avec à gauche error, à droite un entrepôt. Imaginons que ça soit un système in-memory, c'était plus simple. Si j'ai nul, je retourne à un left, et à l'intérieur du left, je mets une erreur, not found error. Alors, je vous parlais des silos de classe tout à l'heure. Moi, je vous conseille de faire des silos de classe. Là, typiquement, error, c'est une silo de classe. Not found, c'est une classe qui étend la silo de classe. Parce qu'après, dans votre gestion d'erreur, côté UI ou à d'autres endroits, c'est très simple, toujours pour le côté exhaustif. Et si tout se passe bien, parce que dans mon système in-memory, ben, j'ai bien l'ID de mon entrepôt, ben, je vais retourner un write avec l'entrepôt en question.
On peut faire un peu plus court. Ah oui, pourquoi un peu plus court? C'est vrai que moi, je préfère les opérateurs ternaires parce que l'avantage, c'est que vous êtes obligé de retourner quelque chose tout de suite. Vous pouvez pas faire de statement. J'arrête pas de vous dire que j'aime bien les expressions parce qu'on fait pas de statement. Quand on fait des statements, vous allez affecter des variables, vous allez pas des fois forcément les mettre finales, vous allez les modifier. Quand vous retournez quelque chose, ben, en fait, ben, vous ne faites que de la transformation de données. D'ailleurs, notre job, c'est de la transformation de données, hein. Il y a un clic sur un bouton, ça se transforme en entité DTO, ça part sur le réseau, on attend le retour, ça revient jusqu'au view model et puis là on affiche. Quelque part, c'est un peu ça. OK, maintenant à l'utilisation. Donc j'appelle ma fonction getWarehouse. Si tout se passe bien, ben, en fait, j'aimerais mapper, c'est-à-dire transformer, mon entrepôt en calculant un prix, moyen. Donc là, je me fais une fonction compute warehouse average price. Ensuite, je fais un match comme les options tout à l'heure. La différence, c'est que ma première fonction ici, tout à l'heure avec les options, c'était vide puisque la boîte est vide, hein, none. Et ben là, en fait, j'ai une boîte où à l'intérieur, j'ai une erreur. Donc en fait, je peux faire ce que j'ai envie avec cette erreur. Là, je l'utilise pas, mais et si jamais l'erreur, effectivement, erreur, c'est une sealed class, je peux me refaire un switch pattern matching exhaustif en mettant un message d'erreur différent en fonction de l'erreur. Et je peux même pousser à aller mettre des fonctions. Ça, c'est du raffinement plus qu'autre chose. Les futurs. Les futurs, ça pose problème aussi. Décidément, il y a que des problèmes. Les futurs posent plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'une future, vous la déclarez, elle se lance. Vous n'êtes pas maître de quand une future démarre. D'accord? Deuxième problème, c'est la mémorisation. Vous affectez une future à une variable, vous ne pouvez pas relancer cette future. Ce traitement, il est lancé, le résultat, il est complété, vous ne pouvez rien y faire. Donc, en programmation fonctionnelle, on utilise des tasks. C'est globalement la même chose qu'une future. Mais ça va nous permettre de faire plein d'autres choses. Et donc là, pardon, j'avais une task qui renvoie quoi? Une ISER d'erreur ou d'entrepôt. Alors, faut pas être gêné par faut pas que les génériques vous embêtent, hein, avec la programmation fonctionnelle, parce qu'il y en a partout, hein. Mais il y a des raccourcis. Une task de ISER de machin, c'est une task ISER. C'est plus simple à manipuler en plus. Et task ISER, il y a une factory, ISER aussi, mais même option, qui s'appelle try-catch, dans lequel vous mettez une fonction asynchrone. Donc là, typiquement, c'est un appel HTTP, une vraie future pour le coup, hein, d'accord? Mais tout ce qui se passe dans cette fonction ici, si jamais elle déclenche une exception, n'importe laquelle, la deuxième fonction qu'on a passée à la factory est appelée et on va retourner finalement ce qui va être mis dans le left. Donc tout ça, c'est fait automatiquement. Du coup, à l'utilisation, FlutterBlock, j'émets un état de chargement. J'appelle, je veux récupérer le warehouse à partir de son ID. Si tout se passe bien, je demande le stock de l'entrepôt. Je le mets en fonction, plus lisible. Ensuite, j'appelle une autre fonction qui elle-même est asynchrone, qui va refaire un call API, par exemple, qui, à partir d'un stock, va demander les fruits. Alors, en fait, c'est une liste de fruits, hein, j'aurais dû corriger mon slide. C'est pour ça que je fais une flat map, parce que je suis en taskizer et je vais retourner une taskizer. Ensuite, je vais faire un traitement synchrone cette fois-ci, mais qui lui-même peut planter. Si ma liste de fruits est vide, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça retourne une ISER. Donc, je vais chaîner une ISER. Si ça se passe bien, parce que j'avais une liste de fruits qui était non vide, ben, je rajoute la TVA, d'accord? Et ensuite, je match pour retourner, cette fois-ci, un state, donc au sens FlutterBlock, d'accord? Donc, on les voit en haut, il y en a deux ici avec le switch pattern matching. Et quand ça se passe bien, j'ai le prix et je construis l'état dashboard ready state. Et ensuite, j'émets cet événement. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je vous ai dit que le défaut des futurs, c'est que ça démarre tout seul. Les tasks,
En fait, c'est à nous de les déclencher. Et donc, il suffit de faire run. Et là, ça démarre. Très lisible, testable. Mais un autre intérêt, c'est que c'est hyper composable. C'est-à-dire, je peux me mettre n'importe où à l'intérieur. Et par exemple, quand j'ai voulu récupérer les entrepôts, il y a une fonction qui existe, une méthode, pardon, qui s'appelle alt, qui veut dire alternative. Et en fait, si je n'ai pas réussi à récupérer l'entrepôt à partir de son ID, bah, je peux très bien dire, bah, trouve-moi l'entrepôt qui est dans mon cachant local. Ça, c'est pareil, ça retourne un taskchaser. Donc, potentiellement, je ne l'ai pas dans le cache. Bah, dans ce cas-là, map, flatmap, chainizer, map ne vont pas être appelés et je vais tomber sur ce cas d'erreur. Et puis, je peux me rajouter, nous, on l'a fait par exemple sur nos écrans. Vous savez, on a des shimers, là, ça s'appelle aussi des skeletons comme dans Facebook. Là. Et en fait, le back-end, il répond très très vite. Et en fait, quand on met des shimers et que ça répond trop vite, bah, ça fait un petit glitch pas très joli. Donc, on a fait une extension qui s'appelle with minimal delay. Et en fait, là, du coup, en mettant ça, ça veut dire que, bah, au minimum, ça durera 150 millisecondes. Si jamais le réseau est plus faible parce qu'on est un peu dans une zone blanche, bah, ça peut durer 3 secondes. Mais au minimum, on laisse 150 millisecondes à l'écran de s'afficher. J'ai presque fini, je ne sais pas où j'en suis. Voilà à gauche l'écriture en fonctionnel, à droite, et je vous promets que je n'ai pas essayé de tricher en mettant du code tout pourri, mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire j'ai 2 tries imbriqués pour le côté alternatif, d'accord? J'ai des tests de nul, j'ai des else et j'ai des catchs qui émettent eux-mêmes des états pour lui. Et là, je ne vous ai pas codé le with minimal delay. Parce que là, ça, à mon avis, c'est un enfer à coder. Complexité cyclomatique. Alors, je l'ai fait tester par un package. Hein, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous pouvez calculer votre complexité cyclomatique. C'est 1 à gauche, 6 à droite. Et ce n'est pas hyper compliqué non plus, finalement, ce qu'il y avait à faire à droite. La synthèse. Si vous faites des fonctions pures, vraiment, vous prenez aussi l'immutabilité de vos systèmes. Je ne l'ai pas démontré, l'immutabilité, mais enfin, moi, je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps. On avait un état qu'on partageait entre 2 écrans. Et en fait, cet état, dedans, il y avait une liste. Et le deuxième écran, il était là pour le modifier. Donc, il accédait à la liste. Et puis, il y avait des fonctions d'ajout, de suppression dans cet écran d'édition. Mais en fait, quand on ajoutait, on supprimait, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait point add. Vous savez, le point où en fait on appelle une méthode, mais on retourne l'appelant. Bah, c'est un piège, ça. Parce qu'en fait, add sur les listes, ça mute la liste. Ça ne crée pas une nouvelle liste. Donc visuellement, on avait l'impression qu'on récupérait la liste, on s'est dit ouais, ça a créé une autre liste, mais en fait non. Et en fait, quand l'utilisateur a cliqué sur annuler, c'est-à-dire il avait ajouté ou supprimé des choses, puis il faisait voir finalement non, en fait l'écran d'avant, il avait été modifié. À trouver, c'est pas toujours évident. Hein. Donc attention aux mutations. Pas d'effet de bord. On essaie de faire des fonctions, des méthodes qui au maximum utilisent uniquement leurs paramètres. Bien sûr, vous pouvez utiliser des choses qui sont finales, constantes, mais n'allez pas chercher des variables globales à l'extérieur qui elles-mêmes peuvent changer. Total, vous avez vu les ISER, les options, surtout les ISER, c'est peut-être plus parlant. En fait, même pour une exception, on retourne quelque chose. On retourne l'état erreur. C'est beaucoup plus simple à gérer quand on a quelque chose. Et on fait du raffinement de type et de l'exhaustivité. Si vous faites ça, c'est un peu comme une pièce de puzzle. Vous allez dessiner exactement les contours très précis de vos pièces. Du coup, pour les assembler et pour que le compilateur ne génère pas d'erreur, c'est que la sortie d'une fonction doit correspondre exactement à l'entrée d'une autre fonction. Et vous allez composer vos fonctions comme ça. Tous les cas vont être gérés et la composition est hyper facilitée. Et en faisant tout ça, en fait, vous formez votre application avec des pièces de puzzle qui sont toutes indépendantes, qui peuvent être réutilisées, etc. Une dernière chose, en programmation fonctionnelle, on parle de functional core en imperative shell. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que le côté fonctionnel, c'est effectivement la plage, la piscine, tout va bien, on n'a jamais d'erreur. Le problème, c'est qu'on interagit avec un système. Ça peut être des packages third party, c'est le réseau, c'est les widgets Flutter qui, eux, ne sont pas en programmation fonctionnelle. D'accord ?
Pour autant, l'idée, c'est de maximiser le functional core et de faire les transformations. Par exemple, un string qui vient du JSON, on se fait un extension type. Les futures plus exceptions, qui sont au niveau de votre couche réseau, vous les transformez tout de suite en Taskizer. Et vous ferez pareil quand vous allez retourner vers le côté réseau ou vers le côté UI. Pardon, vas-y, je t'en prie. Beaucoup moins de charges cognitives. Je vous promets qu'en termes de review, c'est super simple. Alors bien sûr, il faut connaître un petit peu, j'en parlerai, mais c'est très très simple de faire de la review. On ne se pose plus la question sur les nuls, sur les exceptions, est-ce qu'elles sont bien gérées. Enfin, c'est le compilateur qui nous le dit, en fait, c'est bien géré. Nous, du coup, on va se concentrer sur le côté métier, en fait. Moins de bugs, beaucoup. En tout cas, tous les bugs techniques, ils n'y sont plus. Ça, c'est sûr. Review facilité, j'en ai parlé. Réutilisable. Attention à faire des petites fonctions de partout. Vous allez en avoir des milliers, après à savoir qui, quoi, comment. Donc, il y a quand même une organisation à avoir. Hyper testable. Courbe d'apprentissage. Ça, c'est plus difficile. Parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Il y a peu d'écoles aujourd'hui qui forment sur la programmation fonctionnelle. Juste quand même tous les nouveaux langages, Kotlin, Rust, même iOS que je ne connais pas, Swift, je crois qu'il a une histoire de résulte aussi, c'est ça, pour ceux qui connaissent, quelque chose d'équivalent. Donc c'est quand même des concepts dont on sait qui facilitent le fait de moins écrire de bugs. Ça peut être assez complexe. Allez doucement. Moi, je connaissais la programmation fonctionnelle quand je l'ai introduit à Digitereux. On a commencé par les Taskizer au niveau du réseau. Ça, c'est le truc super. Plus d'exception, machin, c'est top. Après, il y a eu les seeded class, donc maintenant, on les a introduits de partout. Voilà. Ça peut être très compliqué. Ça, c'est le type de code qu'on écrit. Alors, il y a une différence entre utiliser la programmation fonctionnelle et en écrire. D'accord? Là, c'est assez compliqué. Vous avez des fonctions qui ont 4 types génériques. Par exemple, celle du bas, là. Ça nous sert à préparer les requêtes HTTP, les exécuter, les vérifier, mapper le résultat en DTO, parce qu'on veut que tout soit catché, logué, et en utilisant en fait les devs, ils ne se posent pas la question, en fait tout est logué en remote. Voilà. Par contre, à écrire, c'est un peu compliqué. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Il y a plusieurs étapes. Il ne faut pas les brûler, je pense. Voilà, il y a un petit code barre pour avoir votre feedback, si vous voulez le donner. C'est toujours intéressant, en tout cas pour un speaker, que ça soit bien ou pas bien, vous avez le droit de le dire, trop technique, trop long. Voilà, et je ne sais pas quelle heure il est, je pense que j'ai passé pas mal de temps. Est-ce qu'on a le temps de quelques questions sur là? Après, ça pourrait être à l'apéro aussi, et ou à l'apéro. Voilà. Toujours le temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question au fond. Alors merci déjà pour la presse. Alors moi je ne connais pas du tout ces fonctionnalités à développer comme ça, mais tout ce qui est task et Ether, c'est présent nativement dans Flutter? Non, c'est FP-Dart. Mais du coup, là, à un moment, tu parlais d'une autre librairie que vous utilisiez. C'est comme le risque, demain, FP-Dart ne marche plus. Du coup, votre application, elle n'est plus maintenue. Donc, du coup, vous aurez peut-être des problèmes. C'est possible, mais elle est open sourcée. Rien n'empêche de la forquer, parce qu'effectivement, ça fait partie des librairies qu'on utilise. Donc, clairement, chez nous, elle est forquée, au cas où. Mais il faut la maintenir, parce que là, j'ai l'impression qu'elle est utilisée un peu partout. Ah, on l'utilise partout. Donc, ouais, faut. Mais à maintenir, alors, déjà, il y a 0 bug. Elle est hyper bien testée. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas en rencontrer. Tu as raison. Mais on va la maintenir, ce n'est pas un souci. Ok. Et Dart n'a pas prévu aujourd'hui de mettre des fonctions nativement pas à ma connaissance. Okay. Ouais, aussi, ouais. Pas beaucoup. Déjà du mal à avancer ce qui va. Certaines choses sont possibles nativement. Les sites classes. Oui, voilà. Oui, les sites classes, ouais, je sais. Tout à fait. Non, mais merci de le rappeler, mais c'est vrai que peut-être même avant les Taskizer, si vous n'utilisez pas les sites classes et que vous faites des product types, réfléchissez en fait à la modélisation que vous faites, quoi. Vous allez éliminer des cas de figure, mais énormes en fait. Et encore une fois, les sites classes avec le pattern matching, je ne sais pas si vous l'utilisez tous, mais bon, il y a le côté déstructurant aussi, on peut déstructurer des propriétés, mais c'est le côté exhaustif qui est magique en fait. Mais n'utilisez pas les cas par défaut. Enlevez-les, pas de cas par défaut. Et j'ai fait d'ailleurs
une règle custom qui est jouée en CI pour dire si je vois un cas par défaut, c'est je plante, quoi. Alors moi, je veux plus voir de cas par défaut dans le code, quoi. Trop dangereux. Alors moi, c'est plus sur un détail. C'était sur une des slides d'avant, mais c'est moi mes connaissances de Dart pour le coup. J'ai vu un 2 points final dans un des switches. Ah oui. Ah bah Et ça, je c'est me- justement la déstructuration. c'est avec la déstructuration, c'est ça, hein. Ouais. C'est juste que je connaissais pas cette syntaxe. Je sais plus où c'est. C'est beaucoup plus tôt. C'est sur les sites classe, il me semble. Ouais, il y en a plusieurs en fait. Non, Hein. c'était vers la moitié, il me semble. Et puis je fais remonter toutes les animations, comme ça c'est parfait. Je vais repartir aussi aux classes, effectivement, ça doit être par là. Voilà. Non, c'était juste avant. Ah ouais. Voilà, là. Ouais, là, en fait, si tu veux, il y a d'abord du pattern matching, c'est-à-dire que si state correspond par exemple à fruit chargé, ça va matcher là. Et après, en fait, ma classe fruit loaded, elle a une propriété qui s'appelle fruit. Donc, en faisant ça, je l'extrais de l'instance et je peux l'utiliser ici. D'accord. Non mais je vois du coup il y a la même chose. Et ça, c'est un shortcut parce que normalement, tu mets le nom de la propriété, 2 points, et ici, du coup, tu peux renommer ta D'accord. variable. Ok. Mais en faisant comme Donc, ça, c'est en ça. fait, ça veut juste dire que je l'utilise avec le nom qu'elle a parce que ça me va bien. Voilà. Mais j'aurais très bien pu, par exemple, quand tu fais ça, tu peux l'utiliser aussi pour le pattern matching. C'est-à-dire, imaginons que tu as une propriété booléenne. Tu peux très bien dire fruit soon available, ma variable soon, qui est un booléen, bah, tu mets soon 2.true. Ça va matcher, ce cas-là ne va matcher que si l'état est fruit soon available et que soon est un true. Donc tu peux faire plein de choses en fait. Merci. Oui, merci pour la présentation, même si j'ai raté un petit peu le début. Là, je vois des embouteillages. Tu parlais que tu forquais régulièrement, enfin en tout cas le pattern, le package FP, FP-Dart. FP-Dart. Ouais. C'est une habitude que tu prends de forquer les packages? Alors sur toutes les librairies qui sont critiques pour la société, oui. Typiquement, on utilise OAuth de Microsoft. Pour le coup, n'est pas bien maintenu. Enfin, j'ai fait une paire il n'y a pas longtemps. Bah, typiquement, bah, ça fait déjà plusieurs mois qu'on la maintient en interne, quoi. Et du coup, tu as une idée du coup? Du coup de Bah, de la maintenance de ces packages-là? FP-Dart 0 pour Ouais. l'instant. Et ADO, je crois que ça s'appelle exactement. La librairie pour se connecter à Azure AD. Ça nous a coûté quelques heures pour enlever Dart.js. D'accord. Voilà. Mais c'est quelques heures, quoi. Du coup, tu conseilles? De forquer? Ouais. Ah oui. Par contre, typiquement, on n'utilise quasiment pas de librairie d'UI, quoi. On se fait tout. Parce que ça, c'est le pire en termes de maintenance. Enfin, les gens font des trucs jolis, machin, et puis il y en a quelques-unes qui sont bien maintenues, mais c'est le gros problème de ces librairies, mais c'est pas l'écosystème Flutter qui est comme ça. C'est NPM, c'est pareil, c'est foison de tiens, je vais faire un truc open source, un petit widget, et puis en fait, dans 6 mois, ben, il y a un enfant qui naît, ou peu importe, je vais faire plus de sport et j'ai plus envie, et voilà, je fais autre chose, quoi. Donc, faire dépendre une application d'une société de packages tiers, c'est une vraie problématique, en fait, parce que c'est pas maintenu, quoi. Et de vie humaine aussi, ouais, mais moi, je le comprends, je l'ai fait pendant un temps, mais j'ai plus envie de le faire, quoi. Voilà. Donc oui, on fork les trucs critiques. Hein? Non, pour le coup, pas bloc, en tout cas pas aujourd'hui. Ok. On n'a toujours pas, parce que ça évolue. Oui, ça Voilà. évolue souvent, c'est pour ça que. Ça évolue souvent et donc c'est cool. Ok. Mais après, tu forks, si tu n'as pas fait de modif, c'est facile hein, de faire un rebase. Il n'y a rien de complexe, quoi. Si tu as commencé à faire quelque chose de spécifique, oui. Là, ça peut être. Mais l'idée, c'est plutôt de dire si un jour ça n'évolue plus, on est capable quand même de le faire évoluer, quoi. Ok.
Merci pour la présentation. Moi, je suis juste perplexe sur les chiffres annoncés de complexité cyclomatique parce que justement, en fait, je pense que l'outil que vous avez utilisé, il regarde votre algorithme à vous, mais derrière, la bibliothèque qui est utilisée, elle, fera voir son implémentation. Mais j'imagine que vu que c'est pas natif au langage, il y a des choses qui entraînent une complexité cyclomatique plus importante que celle qui était affichée. Alors, ce qui est normal, hein, que ça regarde que, enfin, la complexité cyclomatique, elle est par fonction. Elle n'est pas effectivement à l'intérieur. Oui. Mais c'est une remarque intéressante. Effectivement, on déporte la complexité des if, tout ça, dans quelque chose d'autre. Après, typiquement, les options, on parlait du fork de ADO qu'on a fait. Ils étaient dépendants de DartZ, une autre librairie fonctionnelle, qui a des Isers aussi. J'utilisais que pour les Isers d'ailleurs. Et en fait, ça posait problématique. Et quand j'ai corrigé pour enlever, enfin, j'ai fait ma paire pour Dart.js, j'ai dit on ne peut pas laisser la dépendance à DartZ, c'est pas possible, parce que c'est plus maintenu. Donc en fait, j'ai juste codé l'Iser, ça m'a pris 10 lignes de code. En fait, c'est des classes scellées, il y a 2 cas. Et il y avait, alors, par contre, pardon, parce que la librairie n'utilisait que map et flatmap, je crois, enfin 2 méthodes. Mais c'est pas si compliqué que ça. Après, quand on regarde FP Dart, je regarde souvent le code, là c'est chaud, hein. Non, mais je suis d'accord. Mais effectivement, on se base, comme c'est pas natif, on se base sur une librairie. Effectivement, il faut qu'elle fonctionne bien. C'est pour ça que je me permets de vous conseiller FP Dart, parce que pour le coup, c'est bien testé, bien documenté, et c'est globalement maintenu, même si finalement, comme ça dépend de rien d'autre, bah, il n'y a pas besoin de faire monter les versions en fonction de Flutter ou d'autre chose, quoi. Ouais. Je suis en phase, hein. C'est juste que du coup, ça peut porter à confusion parce qu'on peut comprendre à travers votre présentation que on va gagner en performance parce qu'on a réduit la complexité cyclomatique et c'est Ah pas non, forcément vrai. ah Voilà. non, pas, enfin, en performance d'exécution? Oui. Ah non, 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 on ne gagne pas en performance d'exécution. Mm. Après, bon, on discutera peut-être à l'apéro de vos métiers respectifs, mais gagner en performance sur du front, faut faire des trucs un peu velus quand même, hein. Enfin, ça marche très bien, Flutter, quoi. On n'a pas besoin de. Oui, oui, c'est ça. Et pour les risques de bug, en fait. Parce que c'est un système, c'est une valeur qui calcule le nombre de branches. Ça ne veut pas dire que tout va s'exécuter, mais c'est le nombre de branches finales pour arriver à un résultat. Ouais. Non, là, tout à fait. Eh ben, de rien.